L'État de Côte d'Ivoire a de grandes ambitions pour le développement du pays. Le budget 2021 proposé par le gouvernement et voté par l'Assemblée nationale s'élève à un peu plus de 8 621 milliards de francs CFA en hausse de 7% par rapport à l'année 2020. Ce budget a un objectif clair, la relance des activités profondément impactées par la crise de la maladie à coronavirus. Et pour mobiliser les fonds, le gouvernement compte sur les impôts qui sont les taxes prélevées auprès des contribuables. D'où la mise en place en début d'année de l'annexe fiscale pour prélever en toute transparence les entreprises et les personnes concernées. Seulement voici, l'annexe fiscale en Côte d'Ivoire fait suite à des grincements de dents des chefs d'entreprise. Cette année, le secteur privé boude particulièrement l'annexe fiscale 2021. Dans ce numéro de votre émission Ça fait débat, nous allons en comprendre pourquoi. De retour sur notre plateau, l'annexe fiscale 2021, pourquoi la bouder? C'est le thème de votre émission Ça fait débat de ce jour. Et pour justement comprendre l'annexe fiscale 2021, nous avons sur notre plateau deux invités. Le premier, c'est le docteur Diomandé Moussa Elias Farakan, qui est président de la plateforme unique des PME de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir. D'être venu. Merci. Notre deuxième invité est un expert, Marc-Arthur Pomoin, secrétaire général de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour faire comprendre à nos téléspectateurs justement l'annexe fiscale, si on posait la question, et d'ailleurs la question va vous être posée, monsieur Pomoin, c'est quoi une annexe fiscale ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'annexe fiscale est un document qui est lié à la loi de finances. La loi de finances relative au budget de l'État, dans lequel l'État prend certaines mesures en vue d'améliorer les conditions de vie des entreprises, en vue d'améliorer les conditions sociales de la population. Et pour pouvoir améliorer ces conditions de vie des entreprises et les conditions sociales de la population et éventuellement mettre en place certaines réformes qui conduisent à la modernisation de l'économie, il y a des ressources dont elle a besoin. Et ces ressources sont de plusieurs natures. Il y a des ressources internes comme des ressources externes. Au niveau interne, il y a un dispositif qui permet de collecter des ressources internes. Il s'agit des mesures liées à l'annexe fiscale et éventuellement des ressources provenant de la douane. Donc au regard des ressources fiscales, l'annexe fiscale permet aux acteurs économiques, à la population, de connaître les changements qui ont été opérés entre l'ancien dispositif et le nouveau dispositif, afin de savoir comment est-ce qu'ils doivent se comporter, afin de respecter, leurs obligations citoyennes. Et c'est l'ensemble de ces mesures-là que la population, lorsqu'elle est promulguée avant le début de l'année, passe en revue pour voir quelles sont éventuellement les améliorations qui ont été apportées, éventuellement les restrictions qui ont été aussi opérées, afin d'apprécier les mesures mises en œuvre par l'État au bénéfice de la population et des acteurs économiques. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi l'annexe fiscale en 2020 n'a pas existé et subitement en 2021, elle ressurgit? Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'annexe fiscale, chaque année, il y a une annexe fiscale qui est promulguée. Tout dépend, du contenu de l'annexe fiscale. Si éventuellement le contenu de l'annexe fiscale n'impacte pas négativement l'activité des opérateurs économiques ou de la population, bien évidemment, quand ça va mieux ou quand ça va dans le meilleur des mondes, vous n'allez pas en entendre parler. Mais quand des dispositions de l'annexe peuvent impacter la situation économique des opérateurs économiques, de la population, bien évidemment, vous allez entendre parler parce que, naturellement, on a touché à quelque chose, à la bourse, et qui va empêcher à ces opérateurs ou cette population-là de pouvoir s'épanouir comme l'année précédente. Donc du coup, la question qu'on se pose, pourquoi de telles mesures, surtout dans notre contexte actuel? Pourquoi de telles mesures, surtout que il est annoncé que ces mesures visent à aider la population. Or, lorsque cette population-là font un comparatif entre
ce qu'elles auront, en fait, je veux dire, à supporter comme charge fiscale ou comme contrainte économique en 2021, comparé à ce qu'elles supportaient comme charge fiscale ou comme contrainte économique en 2020, il y a un peu plus de charges à supporter en 2021. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'ordre des experts comptables, nous avons été sollicités, en fait, je veux dire, par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, la FIPME, aussi par la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACI, à l'effet de les éclairer, en fait, sur l'annexe fiscale 2021, parce qu'ils avaient du mal à percevoir exactement les avantages ou ces contributions de faveur qui très souvent sont annoncées dans l'intérêt, en fait, des opérateurs économiques, dans l'intérêt, en fait, de la population. Et c'est cet exercice que nous avons eu à faire, qui nous a amené, en fait, à formuler des recommandations que nous avons adressées à nos différentes autorités, aux partenaires que sont la FIPME, la FENACI, afin, en fait, de partager avec eux de façon objective les conclusions sur les dispositifs de l'annexe fiscale qui ont été prises, en fait, par le gouvernement de Côte d'Ivoire. À l'écouter, M. Diomandé Moussa, l'annexe fiscale est une bonne chose car elle permet à l'État de prévoir ses dépenses et identifier où trouver les ressources. Alors, docteur Diomandé Moussa, écoutez le secrétaire général de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. L'annexe fiscale est une bonne chose car elle permet à l'État de prévoir ses dépenses et identifier où trouver les ressources. Que pensez-vous justement de l'annexe fiscale 2021 dans son contenu? L'annexe fiscale 2021 n'est pas une bonne annexe fiscale pour nous, parce que nous n'avons pas été associés aux discussions au départ, et cela est dommageable et cela est triste, parce que les petites et moyennes entreprises représentées au niveau de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises auraient bien voulu participer au débat sur la préparation de l'annexe fiscale. Nous avons été surpris de voir l'annexe fiscale dans sa version actuelle, et nous avons dénoncé pour dire non. Nous ne pouvons pas accepter certaines dispositions insérées dans l'annexe fiscale 2020. Et quelles sont les dispositions qui font que vous, justement, mettez en cause cette annexe fiscale 2021? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut partir d'un point pour arriver à l'annexe fiscale. Les PME ont connu des difficultés avec la Covid-19. Cela, tout le monde le sait. Et le gouvernement a été obligé de mettre en place un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises. Pour nous, l'annexe fiscale 2021 devait être une annexe fiscale de relance, une annexe fiscale d'incitation à la création d'emplois. Mais lorsque le gouvernement, nous ne savons quelle raison, prend des dispositions pour réintroduire l'impôt minimum forfaitaire, alors que sommes tombés d'accord que l'impôt minimum forfaitaire ne devait plus exister, nous pensons que cela est de la provocation, tout simplement. On provoque les petites et moyennes entreprises, parce que où trouver de l'argent pour payer pour payer une taxation qui est assise sur la perte. Parce que c'est cela. L'impôt minimum forfaitaire introduit une présomption de fraude systématique à l'impôt. Ça veut dire simplement que les PME trichent. Donc pour éviter cela, il faut mettre un impôt minimum qui est assis sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice, ce qui n'a pas de sens, ce qui viole la directive de 2008 concernant la taxation des contribuables. On taxe un bénéfice, on ne taxe pas une perte. Notre annexe fiscale, avec l'introduction de l'impôt minimum forfaitaire, taxe, je dois dire, le chiffre d'affaires. Donc, quand on taxe le chiffre d'affaires, vous tuez l'initiative privée. Les gens ne peuvent plus, ont peur d'investir. C'est-à-dire que vous tuez l'esprit entrepreneurial. Donc pour nous, l'annexe fiscale, l'IMF, nous n'en voulons pas. C'est un impôt impopulaire. Nous l'avons fait savoir au gouvernement. Et je pense que nous avons évolué sur cette thématique. Aujourd'hui, le gouvernement est d'accord que le coût du contrôle ne peut pas être supporté par les petites et moyennes entreprises. Je peux aller plus loin. Lorsque, dans l'annexe fiscale, le gouvernement nous dit et en même temps juge parti lorsqu'il y a un contentieux, il y a un problème. Voilà, l'État ne peut pas être jugé parti lorsqu'il y a un contentieux. Il faut que les parties s'asseyent pour discuter, pour trouver une solution au problème. Voilà. On pourrait également parler on nous demande d'ajouter à nos états financiers des documents administratifs.
Mais ce n'est pas de la fiscalité, cela, des annexes. Et quand on ne le fait pas, on vous demande de payer des taxes. Vous êtes taxé systématiquement. Donc pour nous, l'annexe fiscale 2021 n'a pas été bien conçue, bien pensée. Et quand je reviens à la classification, à la stratification des tranches d'imposition, elle repose sur quoi? Sur le plan théorique, sur le plan scientifique, elle repose sur rien du tout. Rien du tout. La taxonomie n'est pas bien faite. Ça, on peut le dire. On peut me dire, oui, on a... Non. Parce que, pourquoi vous taxez une tranche à 2,5%, une autre tranche à 2%? Pourquoi? Pourquoi l'industriel, le petit industriel doit payer plus d'impôts que le commerçant? Vous voyez, il y a des incohérences. Et puis, on taxe le chiffre d'affaires TTC. Vous voyez, il y a une incohérence. Pour nous, il y a eu de la précipitation. Je ne parle même pas de réforme. Il n'y a pas de réforme ici. Il n'y a pas de réforme de la fiscalité applicable aux PME. Monsieur Pomoin, est-ce que vous, en tant qu'expert, est-ce que vous trouvez de l'incohérence dans ce document, techniquement? Alors, techniquement, nous l'avons parcouru. Nous l'avons parcouru, nous l'avons analysé à tête froide en tant que des professionnels en fait des chiffres. Nous avons cherché à comprendre les énoncés en fait de ce document. Nous avons nous-mêmes mené des simulations sur la base, en fait, je veux dire, des énoncés ou des simulations qui ont été faites par l'administration fiscale afin de faire ressortir les éventuels, en fait, écarts ou pressions fiscales dont Dr Diomandé fait allusion. Et effectivement, il y a des incohérences. Mais avant, en fait, je veux dire, de revenir sur certaines incohérences que nous avons relevées, je voulais quand même aussi soutenir les propos du docteur, surtout quand il parle, en fait, je veux dire, de la concertation entre nos autorités et les acteurs économiques. Parce que le processus d'élaboration même de l'annexe fiscale, c'est un processus qui doit être consensuel, de telle sorte que nous ne soyons pas, je veux dire, confrontés à la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fois les acteurs tels que la FIPME, autant comme en fait je veux les grandes entreprises et même en fait je veux dire la plateforme unique en fait je veux des PME devraient en principe être consultés. C'est ça en fait je veux dire le principe même d'élaboration de l'annexe fiscale. Elle n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, partout ailleurs dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Donc quand nous avons été en fait saisis, on a compris qu'il y avait quelque chose quand même qui n'avait pas bien marché dans ce sens-là. Bon, effectivement, qu'en regardant le dispositif, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque année, il y a une annexe fiscale. Bon, donc, on apprécie plus ou moins les progrès, les évolutions qui sont faites. Mais celle-ci, elle est particulière parce qu'elle découle de l'après-Covid. Du moins, c'est vrai qu'on est encore en pleine Covid et on impose justement... Bien sûr, c'est une grosse incohérence. Déjà, il l'a relevé, c'est une grosse incohérence. Surtout que l'État, au regard en fait, des mesures qui ont été prises depuis le 31 mars 2020, le Premier ministre Feu Paix à son âme, à l'époque, avait pris un ensemble de mesures pour accompagner les PME. Ça veut dire qu'il reconnaissait quand même que la Covid avait impacté négativement l'équilibre en fait, structurel en fait, je veux dire, des PME. Donc, revenir en fait, je veux dire, sur l'impôt minimum forfaitaire qui avait été suspendu à l'époque pour de juste motif, puisque quand il n'y a pas, en fait, je veux dire, de création de richesse, il n'y a pas de raison, en fait, je veux dire, de demander une contribution à une entité qui n'a pas, en fait, je veux dire, pu créer de la richesse au regard de la situation ou voilà, du cadre économique que vous avez mis en place. C'est incompréhensible, effectivement, qu'en 2021, on revienne sur cette mesure qui avait été saluée à l'époque par les opérateurs économiques. Aujourd'hui, ils introduisent 5 régimes à la place de 4, alors que les motifs qui ont été exposés pour justifier les changements de régime, c'est que les anciens régimes, qui étaient au nombre de 4, étaient assez complexes. Et donc, on va essayer de les simplifier parce que les économies modernes d'aujourd'hui, je veux dire, voilà, s'appuient sur des dispositifs de ce genre. Mais quand on regarde, quand on passe de 4 à 5, je pense que ça devient encore beaucoup plus complexe que voilà, ça ne l'était avant. En plus, ils introduisent en fait le système en fait, je dis, de la taxation ad valorem. La taxation ad valorem, c'est le principe qui permet de taxer en fait, je veux dire, un bien sur sa valeur. Bon,
On le comprend, en fait, je veux dire, pour l'impôt foncier. On le comprend pour les valeurs, en fait, je veux dire, des biens, en fait, qui passent la frontière, hein, par nos différentes douanes. Mais c'est difficilement compréhensible, en fait, je veux dire, pour une entreprise, parce que sa valeur qu'elle crée n'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires n'est que la résultante, en fait, je veux dire, des coûts que l'entreprise supporte et de la marge que cet opérateur vient mettre sur son travail pour justifier plus ou moins sa rémunération. Donc, si on veut percevoir, en fait, je veux dire, la richesse, en fait, je veux dire, qui a été créée par la PME, c'est à travers, en fait, cette marge que l'opérateur a rajoutée. On ne va pas venir le taxer sur des coûts qu'il a eu à supporter. Ça devient une double sanction. Donc, effectivement, le fait de taxer, en fait, je veux dire, les entreprises sur le chiffre d'affaires, comme si c'était le chiffre d'affaires qui était la richesse créée, n'est pas cohérent. Voilà. Est-ce que vous, en tant que technicien de la chose, vous l'avez fait savoir au gouvernement? Alors, peut-être lors des discussions. Alors, bon, je suis ici en tant que secrétaire général de l'Ordre des experts comptables. Donc, je parle au nom de l'Ordre des experts comptables. En tant que membre, en fait, je veux dire, de cette institution et surtout membre de l'organe dirigeant, je peux vous affirmer aujourd'hui que des mesures ont été prises par l'Ordre afin de se rapprocher de nos autorités, afin de partager avec elles les observations des experts comptables que nous sommes. Donc on peut supposer que l'annexe fiscale 2021 est encore en discussion. Nous avons fait notre part, puisque nous sommes aussi des acteurs, en fait, je veux dire, du tissu économique. Nous avons comme mission, on a une mission régalienne, c'est d'accompagner l'État dans la fiabilisation des informations financières. Informations financières que vous savez sont utilisées au niveau, en fait, je veux dire, des agrégats à la fois microéconomiques comme macroéconomiques, afin de mesurer la performance tant, en fait, je veux dire, de l'État, hein, de l'économie, en fait, je veux dire, nationale, mais aussi de mesurer, en fait, je veux dire, la performance, en fait, je veux dire, des entreprises. Donc, notre mission est à la fois, effectivement, d'accompagner les PME, mais notre mission est aussi de conseiller l'État sur, voilà, certains dispositifs, sur certaines mesures qu'elle pourrait prendre afin d'améliorer le climat d'affaires, le climat social, en fait, je veux dire, des affaires en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons en tout cas adressé à nos différentes autorités, je citerai entre autres, sans citer de nom, mais le ministère du Budget, le ministère de l'Économie et des Finances, la direction même générale des impôts, qui est un démembrement en fait, du ministère du Budget. Aujourd'hui, on reçu quand même le retour de l'Ordre des experts comptables sur cette année fiscale qui fait en jaser, en tout cas je veux dire, dans les couloirs en fait, je veux dire, des rues de la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de l'IMF, impôt minimum forfaitaire. IMF, pourquoi, Monsieur Diomandé, pourquoi l'IMF qui fait beaucoup de bruit? Pourquoi ça gêne? Je l'ai dit au début de nos échanges que l'impôt minimum forfaitaire est un impôt qui taxe la perte. Ça n'a pas de sens. Dans une logique économique, vous travaillez, vous faites un bénéfice et vous payez ce que vous devez payer à l'État. Mais l'IMF, tel que pensé par nos autorités, dit automatiquement que nous sommes des fraudeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les PME ne déclarent pas, ou les entreprises en Côte d'Ivoire où tout le monde fraude, ne déclarent pas le bon chiffre d'affaires ou le bon résultat. Voilà. Ce qui sous-tend leur pensée. Et ils disent également que le contrôle fiscal qui devait se faire normalement, ils transfèrent ce coût-là sur les opérateurs économiques. Ce n'est pas cohérent. Et de façon concrète, lorsque vous faites un bénéfice, vous avez un taux qui est appliqué à votre bénéfice. C'est à 25% du bénéfice que vous payez. Voilà, on parle de résultat, le résultat est taxé. L'IMF dit que si ce résultat-là est inférieur à 3 millions, vous payez 3 millions. Vous voyez? Et comment l'IMF est calculé? Il est assis sur le chiffre d'affaires TTC. C'est une incohérence. Ça veut dire simplement, pour tout le monde, si vous faites votre affaire, que vous faites une perte de 200 000 francs par exemple, moins de 200 000 francs, l'État va vous demander de payer 3 millions. Comment on peut taxer la perte? Quelle logique économique
explique cela. Il n'y a pas de logique économique. Il n'y en a pas. Donc nous disons non. Vous auriez souhaité quoi? Que l'on mette de côté l'IMF? Mais on l'a déjà mis de côté. Pourquoi revenir sur l'IMF? Mais l'État a besoin de faire de l'argent. Mais qu'il fasse peu d'imagination. Ce n'est pas les impôts seulement qu'on gagne l'argent. Je suis économiste. Voilà. Ce n'est pas avec des impôts seulement. L'État peut gagner de l'argent autrement. Ce n'est pas peut-être ici que nous allons en parler. Il y a beaucoup d'autres choses qui permettent à l'État d'avoir de l'argent. Voilà. Vous avez des pays qui ont des flat tax, qui ont des impôts très réduits, mais qui quand même, il y a la bonne gestion aussi. C'est des éléments qu'il faut intégrer. L'État est obèse, a des charges obèses. Donc ce qui fait que ils ont besoin de beaucoup d'argent pour vivre, pour faire face aux charges. C'est pas normal. Et c'est pas sur les PME que vous devez mettre toutes ces charges. Nous disons non, nous n'avons jamais accepté cela. Voilà, et c'est clair et net. Pour nous, l'IMF c'est autre chose. Il faut passer à autre chose, passer à autre chose. Et passer à autre chose revient à dire comment on relance l'économie, comment nous allons aller à la conquête des marchés, comment nous allons... la Côte d'Ivoire va se projeter sur des nouveaux marchés, des nouveaux axes de développement pour créer beaucoup plus d'emplois, pour créer de la valeur. Mais je tiens à vous rappeler que on se cantonne bien souvent sur l'IMF. Mais ce que les gens oublient, c'est que nous payons déjà au niveau du coût des salaires. Le coût des salaires est élevé en Côte d'Ivoire. Les entreprises payent plus de 40 milliards en coût salarial. Tout ce qu'on paye par mois sur les salaires, ça c'est un. Vous avez la fiscalité de porte. Lorsque vous faites venir la marchandise, vous faites venir des intrants. C'est tous ces éléments, quand vous mettez ensemble, on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un problème. On fait quoi? On fait quoi? Il faut trouver une solution. Donc ce n'est pas le moment pour nous. Et puis, je l'ai dit tantôt, vous avez l'industrie hôtelière qui ne fonctionne plus bien. Vous avez les restaurateurs qui, à un moment donné, ont fermé. Et l'État même s'est vu dans l'obligation de les aider. Ils font partie justement de la plateforme unique. Vous savez, la plateforme unique est une volonté de l'État de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Coulibaly, qui a voulu que toutes les petites et moyennes entreprises, toutes les fédérations de petites et moyennes entreprises se réunissent dans un creuset, une plateforme, pour que l'État ait un seul interlocuteur. Voilà. Aujourd'hui, la plateforme unique des petites et moyennes entreprises revendique plus de 2000 milliards de chiffre d'affaires. Ça, je dois vous le dire. En termes d'emploi, de PME, nous avons plus de 200 000 PME. Mais 2000 milliards, vous pouvez aider l'État, justement. Mais on le fait, on paye, on crée de l'emploi, on paye l'électricité, on paye l'eau, on reviendra sur tous ces coûts, ces facteurs, coûts de facteurs de production, le coût de l'électricité, le coût de l'eau, vous voyez, tous ces éléments. Mais il faut intégrer tous ces éléments pour éviter d'en mettre d'autres charges. Les PME, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un équilibre. Ça permet de réduire les tensions. Nous créons de l'emploi. Nous permettons aux jeunes d'avoir des activités, de se prendre en charge. Voilà la réalité. Et notre mission, elle est aussi sociale. Donc, introduire l'IMF revient à créer, je dois dire, un déséquilibre, une injustice sociale, économique, parce que vous taxez le travail, vous taxez l'initiative. Et nous disons non, l'État ne doit pas procéder ainsi. On a tout pour trouver des solutions et puis avancer. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est voir la relance. Comment nous pouvons acquérir des parts de marché, comment nous venons sur les marchés avec des produits innovants, et comment la Côte d'Ivoire se positionne sur prendre des positions dans le monde, en Afrique. Je pense que c'est ça les vrais enjeux. On n'est pas accompagné à l'export. Il y a plein de choses. L'assurance perte d'exploitation, nous ne l'avons pas. Lorsque vous avez des difficultés, vous perdez votre exploitation. Pour nos amis qui sont dans l'agriculture, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? En ce moment, il ne pleut pas dans nos régions. Qu'est-ce que nous faisons? Alors vous nous dire de mettre des taxes, on paye, on va payer, mais on n'est pas là pour payer seulement. Marc Arthur, pour moi, l'annexe fiscale fait graisser des dents dans le milieu des affaires, notamment l'IMF. Alors, quelle est la condition d'application du second cas d'éligibilité de l'IMF institué par l'annexe fiscale 2021? Alors, l'annexe fiscale 2021, effectivement, je dirais, a innové, mais bon, pas dans le bon sens, parce que quand on entend Dr Diomandé Moussa, qui est quand même en fait le représentant de la plateforme unique des PME, on voit très bien que tel que en fait je veux dire il a été orchestré ou je veux dire présenté dans le nouveau dispositif, ça ne passe pas.
la pilule ne passe pas. Alors, par le passé, parce qu'il faut le rappeler, l'IMF a existé par le passé. Okay, ce n'est qu'en 2020 que l'IMF a été suspendu, en fait, pour l'exercice 2020, mais qui était, en principe, dont l'impôt était calculé sur le résultat réalisé au cours de l'exercice 2019. Donc, ça veut dire qu'auparavant, l'IMF existait. Et l'IMF a été réintroduite ou remise en vigueur avec la NES fiscale 2021, mais en apportant une innovation qui est celle de dire que on a institué 5 régimes d'imposition. Le troisième régime, c'est-à-dire qu'on a le régime en fait de la taxe communale de l'entrepreneur, le régime en fait de la taxe de l'État de l'entrepreneur, qui est le deuxième régime, pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 5 millions et 50 millions. Le régime de la micro-entreprise, qui est le régime pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 50 millions 1 franc et 200 millions. Et on a le régime ancien qu'on connaissait, le régime simplifié d'imposition pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 200 millions et 500 millions, et le régime normal d'imposition pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions. Alors, le nouveau dispositif de calcul de l'IMF dit, premièrement, toutes les entreprises qui relèvent, en fait, je veux dire, du régime du réel, c'est-à-dire réel simplifié d'imposition, réel normal d'imposition, quel que soit le résultat qu'ils vont réaliser, ne peuvent pas, en fait, s'exonérer de payer au moins un impôt minimum de 3 millions de francs CFA, quel que soit le résultat qu'ils vont réaliser. C'est-à-dire que si vous êtes en perte, vous allez au moins 3 millions à payer, mais ce n'est pas que ça. On va regarder après la somme des impôts que vous devriez payer au cours de l'année, ou que vous avez payé au cours de l'année. Et on va calculer, en fait, on va comparer cette somme des impôts que vous aurez dû payer au cours de l'année à l'impôt, c'est-à-dire à l'impôt maximum qu'une entreprise relevant du régime juste inférieur, le régime de la micro-entreprise, aurait dû payer en termes d'impôts. Parce qu'on estime que, pour vous qui êtes au régime du réel, vous ne pouvez pas payer moins d'impôts qu'une entreprise qui est au régime, en fait, de la micro-entreprise. Et le seuil maximum de chiffre d'affaires réalisable par une entreprise qui est au régime, en fait, de la micro-entreprise est de 200 millions TTC. Donc, on applique le taux de 7%, puisque c'est ce taux, en fait, qui est admis, sauf pour les entreprises qui adhèrent à un stand de gestion agréé de la micro-entreprise, qui peuvent bénéficier, en fait, d'un taux de 5%. Donc, si vous n'avez pas adhéré à un stand de gestion agréé, vous allez payer au moins 14 millions, au moins, sans compter, en fait, voilà, donc les 14 millions, puisque c'est ce que l'entreprise qui est, en fait, au régime de la micro-entreprise aurait payé au plus. Donc, on compare, en fait, ce cumul des impôts que vous avez eu à supporter au cours de l'année. Si je prends un exemple, supposons que les impôts que vous avez payés au cours de l'année, patentes et autres impôts divers, ça fasse 5 millions. Alors, on dit, 5 millions comparé à 14 millions, il y a un gap. Vous aurez dû payer au moins 14 millions, puisque l'entreprise qui est au régime inférieur paye au moins ça. Donc, comme vous n'avez pas payé au moins les 14 millions, on fait la différence entre les 5 millions et les 14 millions. Les 9 millions de différentiel, là, vous allez rajouter ça sur les 3 millions qui est la base de départ, en fait, de l'impôt minimum forfaitaire. Donc, vous êtes amené à payer 9 millions, qui est la régule de l'IMF, plus les 3 millions minimum, quelle que soit la situation. Ça, vous ne pouvez pas payer moins de 3 millions. Voilà. Donc, cette entreprise-là devra payer 12 millions, pour l'exemple que j'ai donné. Donc, on a une série, en fait, de simulations comme ça que nous avons eu à faire pour mettre en œuvre... Pour vous permettre justement de poursuivre, je vous relance avec cette question. À partir de quel exercice doit-on s'acquitter de l'IMF, puisque l'année dernière, l'IMF était suspendu? Alors, pour ces entreprises-là. À la lecture de l'année fiscale, nous n'avions pas suffisamment d'informations. Mais fort heureusement, la Direction générale des impôts a fait sortir, en fait, son analyse, en fait, de l'année fiscale
fin du mois 2021, là, donc qu'on appelle le bulletin officiel de la Direction générale des impôts portant sur l'année fiscale 2021. Et dans ce bulletin officiel, la Direction générale des impôts a précisé les périodes à partir desquelles l'IMF, en fait, nouvelle formule, devra être appliquée. Donc, selon, en fait, je veux dire, le bulletin officiel, le premier exercice d'application de l'IMF de l'année fiscale 2021 est l'exercice 2021. Ça veut dire, c'est sur la base des résultats réalisés par les entreprises relevant du régime du réel, à savoir le réel simplifié d'imposition ou le réel normal, que en 2021, que cet IMF-là en fait sera déterminé. Bon, on ne paye l'IMF que si le bénéfice, bien sûr, que vous devrez payer est inférieur à l'IMF. Mais si éventuellement vous avez réalisé des résultats en fait beaucoup plus fort intéressants, bien sûr c'est le bénéfice que les entreprises relevant du régime du réel d'imposition devront payer. Mais par contre, pour les autres entreprises en fait, qui relèvent du régime de la micro-entreprise ou du régime de la taxe de l'entrepreneur, elles, on ne regarde plus leurs résultats pour déterminer en fait l'impôt qu'elles doivent payer. C'est de ça le docteur parlait tout à l'heure. On prend simplement leur chiffre d'affaires TTC, et comme il le disait, TTC c'est aberrant puisque la taxe, en principe, bon, maintenant qu'on leur a enlevé le bénéfice de pratiquer la taxe sur leur vente, sinon, on vous demande en fait, je veux dire, d'appliquer un taux, soit de 7% pour celle de la micro-entreprise, soit de 5% ou de 2,5% ou de 2% ou de 4% en fonction en fait, je veux dire, de l'activité que vous exercez sur votre chiffre d'affaires de l'année. Mais pour celles-là, par contre, pour celles qui relèvent en fait, je veux dire, du régime en fait, je veux dire, de l'entrepreneur, de la micro-entreprise, on a déduit que si les entités qui relèvent du régime du réel, leur impôt est déterminé à partir de l'exercice 2021, a priori, cela devrait emporter aussi la détermination en fait, de l'impôt des entreprises qui relèvent des autres régimes, des régimes inférieurs, à partir de l'exercice 2021. Mais je vous avoue que la lecture du bulletin officiel ne nous a pas rassuré ou ne nous a pas éclairé sur le sort en fait, des entreprises qui relèvent en fait, des autres régimes que celles du réel. Justement, M. Diomandé Moussa, quelles sont les mesures d'accompagnement des entreprises classées dans le giron du régime des micro-entreprises, dans la mesure où elles ne sont plus éligibles à appliquer le mécanisme de la TVA? Mais on est dans un imbroglio fiscal. Comment voulez-vous qu'on accompagne des gens? On ne comprend rien. On dit on ne veut pas cette année fiscale. Vous nous demandez de les accompagner. On leur dit simplement que nous ne comprenons rien. Pour le moment, on ne peut pas payer ces impôts-là. Voilà. Donc, quand vous me demandez quelle mesure d'accompagnement, nous, on n'a pas de mesure d'accompagnement. Nous, on dit, chaque jour que les gens m'écrivent, ils m'appellent pour me dire, mais docteur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit payer les impôts? On ne doit pas payer? Je dis, moi-même, je ne sais pas. Ce que nous disons, c'est que on ne peut pas payer. On ne peut pas payer. Vous voyez, l'expert comptable a essayé d'expliquer, vous voyez, c'est compliqué. Voilà. On ne comprend pas. Pourquoi compliquer les choses? Il faut faire les choses simplement. Pour nous, je le répète encore, partout où nous sommes passés, il y a eu une précipitation dans la réforme fiscale applicable aux PME. On s'est précipité. On n'a pas fait le tour de la question. On n'a pas vraiment fait le tour de la question. Parce que si vous voulez vraiment faire le tour de la question, à la fin de la journée, on devrait se dire, écoutez, en appliquant l'impôt dans tel domaine d'activité, voilà les gains qu'on va avoir. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire dans quelle activité ils vont gagner de l'argent. Lorsqu'on pense philosophie, je parle de philosophie d'impôt, on se dit, c'est vrai, on veut réguler telle activité, on veut empêcher l'entrée de tels produits, on régule, on met des impôts. Mais dans le cadre de l'année fiscale applicable aux PME, aux entrepreneurs, qu'est-ce qu'on recherche finalement? Moi, je me pose la question, qu'est-ce que nous recherchons? Rien du tout. Voilà, on va rentrer dans des arrangements, dans des contentieux. Et c'est ce que j'ai dénoncé. Et dans des contentieux. Et qui dit contentieux, on rentre dans la fraude, dans la corruption. Il faut faire très attention. C'est tout ce que nous dénonçons. Nous disons non, il faut que nous revoyons. L'idée, c'est même de suspendre. À mon avis, il faut suspendre cette année-là. Et qu'on prenne le temps de bien réfléchir. Et puis, on part sur quelque chose de cohérent. Quelque chose qui permettra à l'économie de repartir. Franchement, comprenez? Voilà. C'est tout ce qu'on demande.
On ne peut pas demander en même temps aux jeunes de s'installer, de créer leur business, de se lancer dans l'entrepreneuriat, et en même temps on leur demande, si vous faites un chiffre d'affaires TTC, on va vous taxer, si vous progressez à 200 millions, on va vous taxer encore davantage. Vous voyez, c'est un problème. Donc il va se dire, mais moi je ne veux pas changer, ou ce qu'on appelle en économie des passagers clandestins. Il va rentrer dans un système où il ne payera, il ne cherche pas à payer, il cherche des solutions de fraude, voilà. C'est tout ce que nous voulons éviter. Vous dites au gouvernement, voilà, regardons les choses en face, avec beaucoup de réalité. C'est vrai que le gouvernement a besoin d'argent, a besoin de beaucoup de renflouer les caisses. De renflouer les caisses. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a les taxes, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent permettre aux entreprises, au gouvernement de gagner de l'argent. Voilà. Beaucoup d'autres choses. Marc Arthur, pour moi, face à ce blocage de la fêtière, que peut faire le gouvernement? Faire un tour en arrière? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Que pouvez-vous conseiller au gouvernement? Monsieur Tebe, bon, votre question, je pense que elle dépasse un peu en fait, le cadre en fait, de mes compétences techniques en matière en fait, d'expertise comptable. Bon, là, éventuellement, l'avis que je vais donner, c'est un avis en fait, personnel qui n'engage pas la profession. Donc, je donne en fait, mon avis en tant qu'opérateur économique aussi. Je pense que quand on a en face, je veux dire, des acteurs qui sont assez disposés à contribuer à la relance économique, à contribuer à apporter des ressources financières dans les caisses de l'État, afin que les objectifs recherchés par l'État, à savoir la formalisation des entreprises, l'amélioration, en fait, je veux dire, ou la modernisation, en fait, je veux dire, du système économique puisse se faire, je pense que, à mon avis, il y a lieu quand même, en fait, je veux dire, de les écouter. Surtout quand on reconnaît que il n'y a pas eu de concertation, alors que c'est l'exercice basique qui devrait en principe être mis en œuvre au préalable pour éviter ce genre de situation. Donc, à mon avis, le gouvernement devrait effectivement regarder de près toutes les recommandations qui ont été formulées par les acteurs, afin, en fait, je veux dire, de quand même prendre des mesures qui permettent, en fait, d'atteindre ces objectifs. Parce que on trouve que, à mon avis, je pense que le gouvernement n'aura pas grand-chose à gagner si elle se mettait à dos les opérateurs économiques et les PME, parce que notre économie est basée à 80-90% sur les PME. On va dire. Ouais. Ce sont les PME qui créent de la richesse. Ce sont les PME qui créent des emplois. Aujourd'hui, ces PME se disent asphyxiées par les mesures qui ont été prises par l'ANS fiscale. Elles créent des emplois, les charges liées aux emplois ne sont pas prises en compte dans la détermination du résultat. Ça ne peut pas motiver à poursuivre, en fait, je veux dire, à créer des emplois. Est-ce qu'on veut les amener à pratiquer, en fait, je veux dire, des recrutements, en fait, au noir, comme on le dit, ne pas déclarer, sous-payer des personnes, alors qu'on sait très bien que ces employés, ces personnes qui sont bien traitées vont concourir quand même à l'amélioration des ressources de l'économie à travers la TVA qu'elles auront à supporter dans leurs achats ou au cours de leurs achats dans les supermarchés, dans en fait, les magasins en fait, de vente de tout type de produits. Donc il ne faut pas en fait, je veux dire, casser cet élan-là. Et nous avons une économie qui est forte depuis 2011. On a un taux de croissance en fait, je veux dire, assez flatteur qui en fait fait jalouser pas mal en fait, je veux dire, d'économie de la sous-région et même à travers le monde. C'est pas le moment en fait, je veux dire, de faire baisser en fait, je veux dire, ces dynamiques, de décourager les acteurs économiques qui veulent en fait, je veux dire, se lancer dans l'entrepreneuriat. Surtout qu'on fait la promotion de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est conscient que en fait, je veux dire, l'administration et l'État ne peut pas embaucher tous ces enfants, toute la population ivoirienne. Donc on ne repose que, en fait, je veux dire, notre stratégie c'est fortement basée sur l'entrepreneuriat. Il faut que vous appreniez à créer. Et si maintenant, en fait, je veux dire, l'intention de créer doit vous condamner à payer au moins 3 millions de francs, je pense que ça donne à réfléchir. Donc pour moi, je souhaiterais que l'État quand même regarde de plus près les recommandations qui ont été faites par l'Ordre des experts comptables et les recommandations qui ont été faites par la plateforme des PME. Monsieur Diomandé Moussa, est-ce que vous pensez avoir fait suffisamment ce qu'il fallait pour pousser le gouvernement à réfléchir autrement concernant l'annexe fiscale? Oui, nous sommes ouverts au dialogue, à la discussion.
lorsque on nous a fait parvenir un projet d'ordonnance, on ne nous avait pas dit que c'était l'année fiscale, j'ai écrit au ministre des petites et moyennes entreprises, nous avons fait nos observations. Le ministre des petites et moyennes entreprises, a porté l'information à ses collègues. Les premières informations qu'on nous a données, on ne peut pas supprimer l'IMF parce que la Banque mondiale, le FMI nous dit... Bon, je dis, bon, écoutez, je connais, j'ai travaillé à l'OCDE, j'ai été quand même à un certain niveau. Il ne peut pas nous imposer, il ne peut pas vous dire... Voilà. Il peut vous dire que l'assiette n'est pas... Le taux de recouvrement des impôts est faible, c'est vrai, peut-être, mais ils ne peuvent pas vous imposer l'IMF. Donc c'est un argument qu'il faut balayer très vite. Nous avons été reçus nous avons écrit au ministre de l'économie et des finances avec des arguments à l'appui. Nous avons écrit à la direction générale des impôts. Nous avons été reçus par notre ministre, le ministre des petites et moyennes entreprises, qui nous a dit qu'ils allaient tout faire, ils allaient en discuter au gouvernement pour que des solutions soient trouvées. Donc nous attendons. Et j'ai été très très heureux d'entendre le directeur des impôts dire que et même le ministre, lors des échanges à la télévision, dire qu'ils allaient évoluer sur l'IMF. Donc nous attendons qu'ils évoluent sur l'IMF. Mais au-delà de l'IMF, il est important que nous asseyions et que nous regardons en face ce qu'on peut faire en termes de fiscalisation, en termes d'impôts. Parce que on est dans une approche, je le dis toujours, on est dans une approche quantitative. C'est-à-dire, c'est les chiffres. On dit, il a fait tel chiffre d'affaires, il a fait... Mais vous avez des PME, des entreprises qui sont dans l'innovation. Vous avez des entreprises qui sont dans le prototypage. Ceux-là ne gagnent pas forcément d'argent au premier coup. Vous allez les taxer? Non. Il faut investir de l'argent. Prenez les modèles économiques de Google. Prenez le modèle économique de Yahoo. Mais ce n'est pas des modèles économiques qui ont donné de l'argent tout de suite. C'est plus tard, parce qu'elles ont viralisé d'abord avant de créer de la richesse. Donc, il faut changer d'approche, être dans une approche de leadership, dans du leadership, c'est-à-dire ne pas taxer pour taxer. Donc, nous sommes d'accord avec nous voulons discuter. Nous avons écrit au Premier ministre d'ailleurs, et donc nous attendons qu'on supprime complètement, qu'on enlève l'IMF, et que tout ce qui peut gêner les PME, on les mette de côté et qu'on passe à autre chose. La relance, la création d'emplois. Les nouveaux business models, des activités innovantes, des produits sortis de l'économie des rentes. Voilà, c'est ça. Vous voyez, le cacao ne s'achète pas très bien en ce moment. Donc il faut sortir de l'économie des rentes. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller vers d'autres produits. Voilà. Donc pour nous, il y a d'autres choses à faire. Monsieur Pomoy, comment se fera l'évaluation du chiffre d'affaires des contribuables assujettis à la taxe communale de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur de temps? Bon, en fait, la taxe communale de l'entrepreneur, je veux dire, c'est la dénomination qui a changé parce que la dénomination ancienne, c'était, je pense, la taxe des commerçants et petits artisans. Donc, ces opérateurs économiques étaient gérés, en fait, je veux dire, par les collectivités. Donc, ils avaient, en fait, les méthodes, et je pense que ça sera la même méthode, puisque la taxe communale de l'entrepreneur est toujours gérée par les collectivités. Donc, a priori, pour celles qui viennent, en fait, de s'écrier, ça sera, en fait, sur la base, en fait, du chiffre d'affaires prévisionnel. Et puis, on va estimer que, bon, si votre chiffre d'affaires prévisionnel, par exemple, est de 5 millions, on va appliquer le taux de 2% ou de 2,5%. Ça donne tel niveau d'impôt, en fait, je veux dire, sur l'année, et on va vous demander de payer un 12e, qui est équivalent, en fait, je veux dire, au montant que vous aurez dû payer, voilà, en fait, tous les mois. Donc, le mode, en fait, je veux dire, de détermination ou de recouvrement, en fait, je veux dire, ne va pas changer, à mon avis, puisque c'est juste un changement de sémantique, en fait, qui s'est opéré. Voilà, il n'y a pas eu vraiment d'innovation majeure à ce niveau. Et les nouvelles dispositions doivent-elles être prises en compte pour la détermination des impôts dus au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 de alors, au titre bon, là, vous me demandez si de nouvelles dispositions en dehors, en fait, de celles que l'année fiscale, en fait, je veux dire, recommande. Là, tout à l'heure, Dr Diomandé a invité à ce que l'État, effectivement, prenne certaines mesures, en fait, je veux dire, qui sont moins fâcheuses.
telles que la suspension en fait de l'IMF. Mais si c'est pas le cas, je pense que ça sera en fait les mesures telles que la NES fiscale 2021 en fait la dictée, qui seront en fait appliquées sur l'exercice clos au 31 décembre 2021, mais dont les impôts, particulièrement en fait l'impôt sur les bénéfices, ou éventuellement l'IMF, devront être en fait payés en 2022. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, vu que le bulletin officiel de la Direction générale des impôts a précisé que ce n'est qu'à partir de l'exercice 2021, en fait, je dis que l'année fiscale 2021 s'applique. Donc, a priori, on suppose que les dispositions anciennes qui existaient avant l'avènement, en fait, je dis de l'année fiscale de 2021, demeurent en l'état. C'est-à-dire que pour calculer l'impôt de l'exercice clos au 31 décembre 2020, on va appliquer les règles qu'on connaissait, en fait, par le passé. Mais encore, il faut que l'administration fiscale prenne, en fait, des tests qui clarifient bien, en fait, cette posture, parce que cette mesure, elle est bien clarifiée, en fait, à travers, en fait, une recommandation qui a été faite dans le bulletin officiel pour les entreprises relevant du régime du réel simplifié d'imposition, réel normal d'imposition. Mais au niveau des autres entreprises relevant de la micro-entreprise et de la taxe de l'entrepreneur, c'est pas explicitement dit. On déduit de ce qui a été mis en œuvre ou appliqué au régime du réel simplifié. Il faut que ce soit suffisamment clair pour rassurer en fait tous les acteurs. Mais je voudrais aussi en fait revenir sur un point concernant en fait la santé en fait des opérateurs économiques. Je vous ai dit tout à l'heure que 80% de notre économie en fait repose sur les PME, et nous experts comptables nous sommes très bien placés pour quand même vous faire part en fait des difficultés que ces PME là rencontrent. Et je vous avoue que depuis la publication de l'annexe, au regard en fait des difficultés de compréhension et qui ont suscité en fait la publication des bulletins, il y a des difficultés qui nous sont présentées qui ne concernent pas uniquement l'IMF. L'IMF est un pan effectivement en fait assez discutable, assez discutable au regard en fait du fait qu'elle a changé en fait le paradigme de détermination. Mais il y a aussi la TVA, la possibilité aux entreprises qui relevaient avant du régime de réel simplifié. Avant, le régime de réel simplifié était ouvert aux entreprises qui réalisaient au moins un chiffre d'affaires de 50 millions, jusqu'à 150 millions. Au-delà de 150 millions, elles pouvaient opter pour le régime du réel normal. Sinon, voilà, si elles n'optent pas, elles restent en fait dans ce dispositif jusqu'à ce que l'administration fiscale elle-même en fait leur notifie leur changement de régime d'imposition. Alors, nous avons beaucoup d'entreprises en fait qui sont dans cette catégorie-là, qui dans le coût de leur fonctionnement, avaient l'habitude de supporter la taxe, la TVA, c'est-à-dire que le coût de 18%, et aussi de refacturer, en fait, de facturer cette TVA, de collecter ça auprès en fait de leurs clients. Aujourd'hui, on leur dit, vous n'avez plus le droit de facturer la TVA parce que voilà, vous relevez du régime de la micro-entreprise et ce bénéfice-là a été supprimé au niveau en fait du régime de la micro-entreprise. Donc, ces opérateurs se retrouvent dans une situation assez difficile parce que ils supportent jusqu'à présent des prestations qui supportent la TVA. On a parlé de l'électricité, ils payent la TVA, des factures de téléphone, d'internet, et de pas mal en fait d'autres équipements qu'ils achètent, qui supportent la TVA. Mais puisque ça fait partie, en fait, aujourd'hui, puisqu'ils ne peuvent plus collecter, ils ne peuvent plus en fait récupérer cette ressource-là, ça fait partie intégrante de leur coût de production. Quand ils essaient, en fait, d'ajuster le prix de vente convenu auprès du client, c'est difficile parce que le client dit non, mais on s'est entendu sur un prix, on fonctionne comme ça. Si on dit de ne plus facturer la taxe n'est pas à toi, tu ne peux pas venir répercuter ce que toi, tu n'es pas à mesure, en fait, de ne pas supporter sur ma trésorerie. Donc, ces opérateurs se retrouvent avec des surcoûts de 18%. Or, vous savez que les marges dans une économie concurrentielle, elles ne sont pas assez fortes. Quand vous avez même la chance de pouvoir facturer des marges de 10, 15, 20%, c'est que vous avez vraiment en fait, un créneau qui a une valeur ajoutée qui fait que vos clients ne peuvent pas se détourner de vous. Sinon, on est très souvent en deçà des 20%. Donc, si vous supportez un surcoût de 18% sur une marge, au mieux de 20, disons même jusqu'à 30, il ne vous reste que 12%. Sur ces 12%, là, vous allez devoir après payer l'IMF. Alors que vous, vu que vous êtes à la micro-entreprise, on estime que vous ne pouvez pas réaliser un chiffre d'affaires de 200 millions. Donc, si on prend en moyenne 100 millions, si les 7% font 7 millions, quand vous enlevez en fait, 7 millions de 12 millions de marge, il ne vous reste pas grand-chose en fait pour pouvoir réinvestir dans votre business et développer. Donc,
ces opérateurs nous disent, mais en fait, finalement, on travaille, en fait, je veux dire, pas pour nous. La richesse qu'on crée ne nous revient plus. On aurait aimé, en fait, je veux dire, partager la richesse qu'on crée, mais finalement, on nous dépossède carrément de plus de la moitié, pour ne pas dire de 70 à 80% de la richesse qu'on crée. Ce n'est pas motivant, ce n'est pas encourageant pour poursuivre en fait ce genre de business. Donc je voulais aussi attirer l'attention là-dessus, sur le fait que le fait d'empêcher les entreprises de revendre la micro-entreprise va fortement impacter les business. Parce que les grosses entreprises qui sont censées les tirer vers le haut, du fait que la TVA que ces micro-entreprises facturaient, donc elles pouvaient la récupérer, vont refuser de travailler avec ces entreprises. Et si elles refusent de travailler avec elles, c'est fini. Il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus de marché. S'il n'y a plus de marché, dans les 2 années qui suivent, elles vont fermer. Et je ne pense pas que l'État soit disposé à ce que ces entreprises ferment, puisqu'on connaît quel est leur niveau de contribution dans l'économie. Et c'est la raison pour laquelle on a pris en fait ces mesures. Mais il faut le faire avec en fait la bonne manière, quoi. Oui, M. Diomandé Moussa, comment la fêtière apprécie-t-elle cette facturation telle qu'expliquée par... C'est ce que je vous ai dit au départ. L'impôt, l'ANES fiscale taxe le travail. C'est ce qu'il a expliqué. Taxe l'initiative. Il ne peut plus travailler. Il est découragé. Il n'a plus envie d'investir. C'est ce qu'il vous a expliqué. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Voilà. Il travaille et tout ce qu'il gagne, il doit payer des impôts avec. C'est cela. Nous, toutes les simulations que notre collègue, notre ami expert comptable a fait, on l'a fait. Et ce qu'on dit, pour parler simplement, mais l'ANES fiscale décourage la prise d'initiative, taxe le travail, empêche l'initiative privée. C'est tout. Voilà notre position. Et pour nous, il faut que nous regardons ensemble ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et rapidement, parce qu'on perd du temps. L'économie ne s'arrête pas. Il y a des challenges, il y a des marchés qui s'ouvrent à gauche, à droite. Il faut pouvoir capter des fonds. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, il y a beaucoup de possibilités. L'économie ne va pas s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut relancer le business, il faut relancer l'emploi. Et je vous l'ai dit tantôt, nous supportons d'autres charges. Le coût du travail. Quand vous embauchez un employé, vous payez tout ce qui est charge fiscale. Vous payez les charges sociales, tout ce qui concerne les assurances et autres. C'est normal, c'est notre contribution. Mais nous disons qu'il faut regarder les choses avec beaucoup de lucidité, se projeter dans l'avenir, dire nous voulons atteindre un certain nombre de PME et que ces PME-là deviennent des grandes entreprises demain. Parce qu'il y a le renouvellement aussi du tissu économique qu'il faut voir. Il ne faut pas rester sur de l'immédiateté, les petites choses qui n'avancent pas et après demain on se pose des questions, on n'a pas pensé à ça. Mais il faut renouveler les entreprises. Il faut qu'il y ait des nouvelles PME dans tous les domaines, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les énergies renouvelables. Voilà, il faut intégrer des nouveaux processus dans des nouvelles façons de faire pour intégrer tout ce qui est green, tout ce qui est mobilité verte. Voilà les vrais challenges, vous voyez. Parce que demain, la compétition va se jouer sur des détails. Votre produit, vous faites comment? Est-ce que vous respectez l'agriculture durable? Vous utilisez moins d'enfants? Vous utilisez plus de femmes? Voilà, c'est des détails. Le produit, même en tant que tel, va jouer un rôle, mais tout ce qui tourne autour du produit est important. Donc, nous, aujourd'hui, au niveau de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, ce que nous voulons, c'est que cet embroglio soit derrière nous rapidement pour que nous regardons comment on met en place un vrai programme pour le développement de notre territoire, parce que notre territoire regorge de potentialités énormes. Vous avez la région de Bandoukou, il y a des lignames, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des régions à Bengourou, il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous voulons envahir ces régions-là pour capter ce qu'il y a à capter et pouvoir montrer ce que nous savons faire. Voilà. Donc il ne faut pas perdre du temps avec l'ANES fiscale. Chaque année en Côte d'Ivoire, l'ANES fiscale pose problème. Moi, je n'ai jamais compris cela. Jamais compris. Voilà. Donc il faut passer à autre chose. Et passer à autre chose revient à ce que je viens de vous dire, à regarder rapidement tout ce qui est confligène, à les mettre de côté, et puis regarder ce qui peut permettre aux PME de se développer, et puis voilà. Mais seulement, je l'ai dit, vous ne l'avez peut-être pas bien saisi, il faut avoir une approche quanti-quali. Il ne faut pas rester simplement sur le chiffre d'affaires. Une PME peut faire 100 millions, mais elle crée beaucoup d'emplois. Ça veut dire qu'elle paie des cotisations sociales.
C'est important parce qu'elle réduit les tensions. Voilà. Pour avoir des PME aussi qui ne payent pas, qui font 100 millions, mais elles n'embauchent pas beaucoup. Donc tous ces éléments, il faut regarder. L'approche Kanti, l'approche Kali, elle est dans l'innovation, elle est dans des métiers d'avenir, elle est dans l'éducation. Tous ces éléments, il faut regarder. Mais quand on ne regarde pas tout cela et qu'on dit on taxe le chiffre d'affaires, on est dans la taxation. Et quand on est dans la taxation, on ne crée pas vraiment de richesse. On se met dans une situation où les choses deviennent de plus en plus difficiles, où il y a la confiance, il y a un problème de rupture de confiance. Je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance, on ne pense pas que les entreprises, le secteur privé est là pour frauder systématiquement. Non, on n'est pas là pour frauder systématiquement, on est là pour travailler pour l'économie, pour la Côte d'Ivoire. Voilà, chacun fait son travail. Vous voyez, chacun fait son travail. Et je comprends, vous avez dit au départ, oui, l'État a besoin d'argent, mais tout le monde a besoin d'argent. Vous avez besoin, moi j'en ai besoin. Donc à chacun de réduire ses charges, de ne pas avoir des... Oui, c'est clair, l'État est obèse. Et ça nous gêne énormément. Donc il faut que l'État fasse... Vous voulez mettre l'État au régime? Oui. Oui, mais nous, vous savez, nous sommes des opérateurs économiques. On dit il faut faire les choses comme il faut. Voilà. Et moi je le dis, il faut que l'État... Voilà. Moi, je suis d'accord qu'on investisse dans la santé, je suis d'accord qu'on investisse dans l'éducation, dans d'autres choses, mais il y a des choses qui sont discutables. Voilà. Alors, monsieur Pomoin, dis-nous, si l'État faisait marche arrière et revenait sur l'annexe fiscale, comment va-t-elle faire pour renflouer les caisses, ses propres caisses? Alors, comment pourra-t-elle s'en sortir? Non, en fait, ce que je suis en train de dire... au début, c'est de dire qu'il faut se parler. Il faut se parler. Alors, ce que les opérateurs économiques disent, ils n'ont pas demandé à ce qu'il n'y ait pas d'annexe fiscale. Ils disent simplement les mesures qui sont contenues quand même sont contraignantes, sont fortement contraignantes, et cela met en péril, en fait, je veux dire, la continuité de leur exploitation. C'est ce qu'ils disent. Donc, ce qu'on a manqué au départ, c'est-à-dire la concertation, on peut toujours revenir là-dessus. Ce ne serait pas en fait la première fois qu'une annexe fiscale fasse l'objet en fait d'une révision post début d'année et qu'on ait de nouvelles en fait une mesure en cours, peut-être au cours du mois de février ou bien au cours du mois de mars, qui puisse quand même contenter presque tout le monde, à la fois les opérateurs économiques et l'État. Et je voulais aussi rebondir quand même sur en fait un fait concernant la concurrence en fait des PME ivoiriennes. Nous sommes en fait dans une région ouest-africaine où nous sommes la Côte d'Ivoire est signataire de certain nombre de traités, de directives, et ces directives-là ont mis en place en fait un certain nombre de dispositifs qui permettent en fait de développer l'économie, à savoir permettre aux entreprises de pouvoir facturer, en fait calculer leurs bénéfices industriels et commerciaux sur la base de leurs résultats, à savoir permettre aux entreprises qui réalisent au moins un chiffre d'affaires annuel de 15 millions de pouvoir facturer la TVA. Tout ça concourt en fait à faire progresser ces PME vers le haut. Et donc quand on veut vraiment moderniser, l'idéal même serait que même une entreprise même qui a 0 francs en chiffre d'affaires ait cette capacité là de pouvoir en fait facturer et récupérer en fait la trésorerie qu'elle a avancée, et non pas le contraire. La Côte d'Ivoire est aussi signataire en fait du traité de l'Union africaine qui porte sur la zone de libre-échange en Afrique. Ça veut dire que autant nos entreprises ivoiriennes peuvent aller en fait dans les pays de l'Afrique vendre leurs prestations, leurs produits, autant ces derniers-là peuvent venir en Côte d'Ivoire vendre aussi leurs produits. Il va se poser un problème de concurrence, parce que la concurrence du fait du prix de vente de ces services. Si les dispositions que nous prenons en Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes dispositions qui sont prises dans ces pays, si les PME de ces pays-là ont bénéficié des dispositions, des directives beaucoup plus avantageuses, telles que la possibilité de déterminer en fait leurs bénéfices sur la marge effective et non pas supporter des coûts qui ne sont pas justifiés en fait par la création de richesses, les entreprises ivoiriennes peuvent se retrouver avec des coûts de production beaucoup plus élevés, donc des prix de vente plus élevés que ceux de la concurrence. Et ça va, on ne pourra pas vendre à l'intérieur parce que le consommateur il est sensible au prix. Il ne regarde pas forcément en fait qui est le porteur du projet, qui est l'associé qui est derrière en fait cette entreprise. Il regarde le produit qui est vendu, le service qui est vendu.
Donc si éventuellement celui de l'étranger, l'entrepreneur du Ghana, du Nigeria, du Mozambique, qui arrive ici, est capable de vendre le même produit, la même qualité de service, à un prix beaucoup moindre, parce que il n'a pas supporté les affres, en fait, je veux dire, de l'IMF, comme on le dit, dans son pays. Et bien évidemment, le consommateur final, lui, il ira vers le produit qui est le moins cher, mais qui offre la même qualité. Donc, on va contribuer, si nous ne réagissons pas, on va contribuer à l'asphyxie ou à la fermeture de ces PME. C'est la raison pour laquelle l'ordre des experts comptables, en fait, je n'a pas voulu rester, en fait, je veux dire, insensible, inactif, et a quand même tenu à produire un document qui n'est pas dans le sens, en fait, je veux dire, de condamner, mais c'est dans le sens, en fait, je veux dire, de faire des propositions, de suggérer, en fait, je veux dire, une révision au regard, en fait, je veux dire, des incohérences avérées, perceptibles, en fait, je veux dire, dans la NES, qui peuvent amener, en fait, je veux dire, chacun des acteurs, quand même, à revoir un peu sa posture. Donc, il y a toujours possibilité de revoir, en fait, je veux dire, la NES fiscale, il y a toujours possibilité de recouvrer des ressources. En 2020, on a recouvré des ressources. En 2019, on a recouvré des ressources. Donc, au pire des cas, c'est de reconduire ce qui existait avant, le temps qu'on réfléchisse pour trouver quel est, en fait, le bon dispositif qui puisse contenter tout le monde. D'autant plus que la pandémie est encore présente. D'autant plus que la pandémie est encore présente. Cette pandémie, en fait, pour laquelle on a mis en place des mesures d'accompagnement. On ne peut pas mettre en place des mesures d'accompagnement et puis derrière chercher à récupérer ce qu'on donne. On donne 1, puis on récupère 10 en fait de la main gauche. En fait, c'est l'impression que ça donne. Hein. C'est l'impression que ça donne. Je ne dis pas que c'était ça l'intention, mais bon, c'est ce qui fait que les opérateurs économiques ont quand même du mal à percevoir un peu la pertinence en fait de certaines dispositions. Et nous sommes là pour vraiment accompagner à la fois les acteurs économiques, les opérateurs, et aussi l'État. Aussi l'État, dans vraiment cette analyse-là, pour pouvoir trouver la bonne méthode, en fait, je dis, pour capter les ressources. Peut-être un dernier mot, Monsieur Diomandé. Je voulais vous remercier pour l'occasion que vous nous avez donnée d'échanger avec vous sur un sujet qui nous tient à cœur. Je pense qu'avec les éclairages de nos amis experts comptables, le gouvernement comprendra mieux nos préoccupations. Je suis convaincu, je reste convaincu, fortement convaincu que nous allons arriver à une solution qui va permettre la relance de notre économie, qui va permettre à nos PME d'être beaucoup plus compétitives, de pouvoir vendre des produits plus solides sur le marché. Voilà. Pour nous, c'est l'essentiel. Voilà. Tout le reste n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est permettre aux Ivoiriens de travailler, de gagner leur vie et de vaquer à leurs préoccupations dans des meilleures conditions. On espère que vous allez garder le dialogue avec l'État pour permettre justement à vos économies, aux PME, d'avancer vers la bonne voie. Mais nous sommes pour le dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Même si on nous appelle, tout de suite nous venons. Voilà. Donc, nous n'avons pas de problème avec cela. Merci. Monsieur Pomoy, peut-être un dernier mot. Peut-être pour résumer encore le contenu, que retenir effectivement de cette annexe fiscale 2021. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, ce qu'on peut retenir, en fait, déjà en tant que dernier mot, ce qu'on peut retenir, c'est de dire que l'annexe fiscale mérite quand même en fait une révision. Au regard, en fait, je veux dire des critiques, de la crainte, en fait, je veux dire qu'elle suscite en fait dans le tissu économique. Aujourd'hui, les opérateurs économiques n'arrivent pas en fait à se concentrer clairement sur le développement de leurs produits parce que chaque fois ils pensent mais comment est-ce que je vais m'en sortir avec en fait ce dispositif qui me court après. C'est comme s'ils avaient une épée de Damoclès et qu'ils ne savaient pas à quel moment en fait ça allait leur tomber là-dessus. Quand c'est comme ça, on n'est vraiment pas serein en fait pour pouvoir développer efficacement son business. Ce que je pourrais dire aussi, c'est il n'est jamais trop tard en fait, je veux dire, pour discuter, pour trouver en fait, je veux dire, une solution. D'ailleurs, notre père fondateur a dit le dialogue, c'est l'arme des hommes forts et non pas des faibles. Donc, si les PME sont disposés en fait, je veux dire, à dialoguer, c'est vrai qu'ils n'ont pas la force en fait, je veux dire, de l'État, mais quand même,
on ne peut pas nier quand même leur force au niveau, en fait, je veux dire, des ressources en fait qu'elles apportent à l'économie nationale. Donc l'État aussi a toujours montré qu'il était disposé, en fait, je veux dire, à dialoguer, à discuter pour pouvoir trouver, en fait, je veux dire, la bonne équation qui puisse aider notre économie à aller de l'avant. Je pense que ce serait, en fait, je veux dire, l'occasion d'ouvrir les débats et de permettre à chacun d'apporter sa contribution. En tout cas, par ma voix, l'ordre des experts comptables dit merci, en fait, je veux dire, à votre structure Business 24 de l'avoir associé à cette émission afin d'apporter, en fait, je veux dire, des clarifications sur l'année fiscale 2021. Nous sommes conscients qu'il n'est pas aisé, en fait, à comprendre. La preuve, il y a eu des bulletins officiels qui sont sortis, qui parfois, en fait, n'ont pas suffi à lever les contradictions. Nous sommes toujours dans cette dynamique d'apporter notre contribution tant auprès, en fait, de nos autorités que des opérateurs économiques. Donc nous sommes toujours ouverts, en tout cas je veux dire, à toutes les questions d'ordre économique qui pourront aider, en tout cas je veux dire, l'ensemble des acteurs de l'économie ivoirienne à mieux comprendre, en fait, comment l'année fiscale a été structurée, comment est-ce qu'ils peuvent, en fait, je veux dire, se comporter pour pouvoir mieux percevoir, en fait, je veux dire, les avantages, en fait, des mesures qui ont été mises en œuvre par l'État. Et puis, l'expert comptable, nous restons vos amis. Voilà, nos portes restent également ouvertes pour l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous referons le débat lorsque ce sera nécessaire et vous serez encore invité pour éclairer justement nos téléspectateurs. Merci d'être venu. Merci Pierre. Je me permets également de dire merci à M. Diomandé qui est venu, qui est donc le président de la plateforme unique des PME de Côte d'Ivoire. Merci M. Diomandé d'être venu. Merci. On refera le débat, on vous invitera. Nos portes, comme je l'ai dit tout à l'heure, restent ouvertes à la plateforme unique. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, merci. C'est la fin de ce numéro de Ça fait débat sur Business 24. Nous étions en compagnie de Diomandé Moussa, Elias Farakan, président de la plateforme unique des PME de Côte d'Ivoire, et de Marc-Arthur Pomoin, secrétaire général de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, pour débattre de la question de l'annexe fiscale 2021. Pourquoi la bouder? Merci de nous avoir suivis. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.